Nous avons en direct, pendant qu'il est 9h presque 15, le ministre Moussa Cissé, ministre de l'économie et des finances, en direct d'Amirador. Bonjour, monsieur le ministre. Bienvenue chez nous ce matin. Bonjour. Merci. Bonjour à tous nos fidèles éditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Talibé Bari. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. La question économique qui domine les débats, c'est cette en tout cas, affaire de 5 000 milliards de francs guinéens que l'État a décidé de lever auprès des banques primaires de la place. Expliquez-nous à quel besoin cela répond. Voilà, en quoi consiste justement cette opération. Bien. Merci beaucoup à tout le monde, merci aux fidèles auditeurs. Encore une fois, bonne fête de l'indépendance à la Guinée. Merci bien, bonne fête à vous également. La mobilisation de tout le monde, de la presse, pour donner à cet événement l'ampleur que vous avez vu à la télé. Et tout le monde entier. Je suis avec le gouverneur de la Banque centrale pour répondre aux préoccupations et éclairer nos concitoyens sur ce que nous faisons dans le cadre de la refondation de l'État, du rassemblement, mais aussi pour le développement. Alors, très rapidement, on va être méthodique parce que nous parlons pour les fidèles auditeurs pour qu'ils comprennent, comme je viens de le dire, en français facile. Qu'est-ce que ça veut dire la levée de 5 000 milliards? Vous avez le budget 2023, notamment la LFR, qui est constitué de recettes et de dépenses. Au titre de recettes, nous avons 29 000 milliards en prévision. Et pour les dépenses, vous avez 37 000 milliards. La différence entre les recettes et les dépenses, il se dégage 8 000 milliards de déficit pour avoir un budget en équilibre. Les 8 000 milliards-là, c'est ce qu'il est autorisé par la loi de finances au ministre de l'économie et des finances de pouvoir mobiliser le financement sur le marché pour contribuer au financement de ce déficit. Parmi les mécanismes qui sont prévus par la loi, vous avez les obligations du Trésor, dont le montant prévu pour cet exercice est de 7 000 milliards. Je me fais comprendre. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Voilà. Nous vous écoutons avec une attention religieuse. Voilà, c'est une question de pédagogie. Oui, bien entendu. Recettes, 29 000 milliards. Oui. Dépenses, 37 000 milliards. Oui. Il se dégage un déficit de 8 000 milliards. Oui. Et pour financer ce déficit de 8 000 milliards, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à recourir à plusieurs instruments, dont les obligations du Trésor. Et dans cette même loi de finances rectificative, au titre des obligations du Trésor, il est prévu de mobiliser 7 000 milliards. Et parmi les 7 000 milliards, il y a 1 600 milliards qui ont déjà fait l'objet de mobilisation par le même mécanisme. Et le complément en cours de mobilisation, nous avons émis auprès des banques le souhait de mobiliser 5 000 milliards. Donc 5 000 plus 1 600, ça fait 6 600 milliards. Sur 7 000 déjà prévus dans la loi. Donc il se dégage aujourd'hui une mobilisation à hauteur de 94% des 8 000 milliards prévus dans la loi de finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est une activité qui est normale et légale. Bien. D'accord? Oui. Parce que quand vous faites le budget, le déficit budgétaire, c'est le solde négatif qui se dégage du budget. Et le solde négatif là qui se dégage, qu'on appelle le déficit, c'est ce qui correspond à 8 000 milliards. Et les 8 000 milliards, quand on les mobilise au titre des ODT, c'est affecté entièrement au financement de l'investissement, c'est-à-dire des infrastructures. Parce que nous sommes un gouvernement essentiellement orienté vers les infrastructures, et c'est à ce titre-là que cette mobilisation-là a été effectuée dans le cadre de la loi et en toute transparence avec les banques. Nous le faisons depuis un moment pour le financement de la cité administrative à Coloma avec les banques. Nous avons levé environ l'équivalent de 2 000 milliards, soit sur le même mécanisme. Dans le financement des infrastructures du budget de l'État, c'est le même mécanisme que nous avons utilisé. Donc,
En réalité, c'est une opération normale. Et puis je dis, quand ça se fait au Sénégal, quand ça se fait au Bénin, quand ça se fait en Côte d'Ivoire, on applaudit ces États-là pour dire waouh, ils ont mobilisé du financement. Et quand nous, on mobilise le financement, ça crée des polémiques. Il ne devrait pas y avoir de polémiques. Mais il faut expliquer au peuple. Il faut expliquer ce que nous faisons. Ouais. Et c'est à cet exercice qu'on se livre ce matin et auquel vous vous êtes prêté ce matin, en tout cas à travers notre émission. Et ça nous fait plaisir. Et je pense que ça aide, ça contribue à la compréhension. Oui, Mamadouri. Alors, monsieur le ministre, en fait, l'inquiétude des observateurs face à cette démarche, ce n'est pas que ceci est une invention du CNRD, c'est une pratique qui se fait dans le milieu financier, mais la question nodale, est-ce que la solvabilité de l'État permettra justement de rembourser les banques primaires à un délai qui sera conclu entre le gouvernement et les banques primaires quand les 5 000 milliards seront levés? C'est la première question. La deuxième question, je ne sais pas, en fait, il y a traditionnellement une pratique qui se fait en Guinée, vous pouvez le confirmer ou pas parce que vous êtes quand même le ministre des Finances. C'est par rapport aux institutions de Bretton Woods. Est-ce que ça veut dire que si vous décidez de lever ces fonds-là auprès des banques primaires, est-ce que ça veut dire que vous n'auriez pas besoin des appuis, ce qu'on appelle traditionnellement les appuis budgétaires du FMI, de la Banque mondiale, pour justement boucher les trous, ce qu'on appelle les manques à gagner en termes d'appui budgétaire que le FMI ou la Banque mondiale apportent de façon traditionnelle. Si vous arrivez à lever ces 5 000 milliards, donc près de... plus de 500 millions de dollars. Oui, 500 millions de dollars, donc 500 000 milliards de francs guinéens auprès des banques. Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez pas forcément besoin des appuis budgétaires de la Banque mondiale, donc des institutions de la Bretton Woods? Deux questions. Troisième question. Non, c'est important. C'est très compliqué. La troisième question me semble plus importante que les deux premières. Est-ce que vous confirmez qu'il y a une sorte de mécanisme de maquillage le plus souvent quand les institutions de Bretton Woods viennent pour des constats, pour des évaluations, qui consistent justement à prendre par exemple des fonds dans les banques primaires ou les institutions comme la BNIG pour combler justement des gaps en termes de réserve, soit en devise, pour montrer au FMI par exemple que nous avons une sorte de matelas de devises qui répondent aux normes, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, parce qu'il y a quand même des sources qui nous rapportent ce genre d'informations, et parce que les FMI, quand ils viennent pour des évaluations, ils ont besoin des données. Est-ce que vous avez les fonds qu'il faut pour les importations sur un délai normal ou je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une sorte de maquillage qui se fait à chaque fois qu'il y a des missions de ces institutions qui viennent en Guinée, alors qu'en réalité, on n'a pas ces fonds en réalité en banque? Trois questions. Je pense que vous êtes un peu nostalgique des époques, je ne sais plus à quel moment, peut-être où on procédait à des avances au niveau du secteur privé et des miniers pour combler les trous, comme vous le dites. Mais je pense que pour financer le déficit est financé de la même manière partout dans le monde. Rien qu'en France, par exemple, le besoin de financement pour l'année 2023 s'élève à 304 milliards d'euros. Vous avez vu comment, dans l'espace UEMOA, ils ont prévu de lever au minimum 12 milliards de dollars sur le marché des titres. Les obligations du Trésor sont des obligations d'appel public et transparent avec le secteur bancaire organisé sous la couverture de la Banque centrale. Et quand vous faites le budget, c'est pourquoi le budget est un instrument public. La loi de finances est publique. Tout le monde savait qu'il y a ce déficit qui se dégage. Et ce déficit-là, il faut le financer. Ce n'est pas un maquillage. Le FMI vient de quitter la Guinée il y a une semaine. La Banque mondiale était là il y a une semaine. La Banque islamique de développement était là il y a une semaine. La Société financière internationale était là il y a une semaine. Nous avons eu des réunions de travail avec l'Agence française de développement il y a une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous nous faisons évaluer en toute transparence avec les institutions financières. C'est ce qui rend crédible notre gestion aujourd'hui et qui nous attire et toutes ces institutions-là. Ce que vous dites aujourd'hui, on ne fait pas de maquillage, encore une fois. Ce n'est même pas possible de faire un maquillage. Quand la loi de finances est passée
au sein de l'organe législatif qui est notre CNT aujourd'hui, tout le monde a accès à la loi. Vous avez accès à la loi. On vous dit que les recettes sont estimées à 29 000 milliards. Les dépenses sont à 37 000 milliards. Entre les recettes et les dépenses, parce que les dépenses sont supérieures aux recettes, il faut contribuer à financer ce déficit-là. C'est ce qui est évalué à 8 000 milliards. Et dans la même loi, il est écrit que pour financer ce déficit, pour contribuer au financement de ce déficit, on peut utiliser les instruments de financement, dont les obligations du Trésor, qui sont à moyen et long terme, au lieu de procéder aux bons du Trésor qui sont à court terme, 91 jours. Les obligations du Trésor donnent de l'espace à l'État. C'est ce que nous avons tout simplement fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne peut pas y avoir de maquillage dans la mesure où la loi est à votre disposition. La loi est à la disposition du public. Et les banques savent qu'il y a ce déficit-là qu'il faut financer. Et parmi ces mécanismes-là, on peut utiliser les bons du Trésor, on peut utiliser les obligations du Trésor, les ODT. Non, en fait, ma question est que, monsieur le ministre, c'est pas pour moi seul. C'est pour la compréhension du grand public. C'est pour la compréhension de l'opinion et de tous les observateurs, des experts en économie. Est-ce que c'est vrai, même si vous ne le pratiquez plus, que par le passé, on faisait des maquillages qui consistaient, par exemple, le cas du BNIG, qui aurait prêté 500 milliards à la Banque centrale à l'approche des missions du FMI et de la Banque mondiale. Oui, bien sûr. Pour avoir une sorte de ressort, donc de support, de matelas économique pour dire oui, nous sommes dans les normes. Puisque vous arrivez en contrôle, voilà, nous avons tel montant, 1 milliard en termes de devises d'importation, tel autre montant en tel de ceci ou de cela, je ne suis pas économiste, mais en réalité c'est du faux. On prend les données des banques commerciales, on renfloue, si vous voulez, les caisses de la banque centrale. Numériquement, les caisses de la banque centrale, alors qu'en réalité ce ne sont pas les avoirs concret de la Banque centrale pour justement que la Banque mondiale après dise oui, la Banque mondiale est dans les normes, il y a des réserves, on vous donne des points, mais en réalité c'est pas pour vous. Après vous devez retourner cet argent aux banques primaires ou sinon à la BNIG. Est-ce que c'était des pratiques qui existaient avant et que vous avez réussi justement à surmonter ces pratiques de maquillage et qu'aujourd'hui nous sommes dans le réel, comme ce que vous avez appelé des budgets sincères? Moi, c'est important qu'on le sache aujourd'hui. D'autant que Mamadouri, ça s'est passé sous Alpha Condé. Vous avez bien fait de le rappeler. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, oui, bien sûr, à un moment donné, c'est confirmé, la BNIG aurait donc prêté 500 milliards à la Banque centrale, au gouvernement pour en tout cas boucher des trous à la faveur du déploiement d'une mission des institutions internationales. Est-ce que cette pratique c'est la toute première fois qu'on évoque ce genre de maquillage à Boubacar, il faut le savoir. Rassurez-nous que ça n'a rien à voir avec une telle pratique. C'est vous qui m'informez que la BNIG a prêté de l'argent à la Banque centrale. C'est quand même étonnant que la BNIG, que nous sommes en train de reconstituer pour faire de cette banque-là une banque nationale d'investissement de Guinée, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train, ils viennent de tenir une assemblée générale qui devrait permettre au ministre de l'économie et des finances de racheter les actions de la Banque centrale et de racheter les actions de African First Bank qui sont actionnaires au sein de ce groupe-là pour que l'État devienne le seul actionnaire. Je ne sais pas comment cette institution va prêter de l'argent à la Banque centrale. C'était à l'époque, c'était déjà à l'époque. C'était pas à votre temps. À travers bon, mais bon, alors dans ce cas, restons dans le contexte actuel. Bien. Non, on a voulu simplement que vous nous rassuriez, monsieur le ministre, que ça n'a rien d'une telle pratique. Voilà. C'est pas possible. Bien. Allez. Bien. Le financement du déficit, il se fait de façon transparente. Très bien. Pourquoi, quand il y a eu le protocole d'accord en ligne, les gens disent quand on commence à fuiter. Moi, j'ai toujours dit, et j'explique toujours, les documents de finances publiques sont des documents publics. Il s'agit de finances publiques, il ne s'agit pas de finances privées. Vous ne pouvez pas gérer un document qui concerne les finances publiques et le trésor public de manière confidentielle. C'est impossible. C'est en toute transparence. La loi est adoptée. Elle est promulguée par le président de la République par décret, publié à la télé et à la radio. C'est sur les plateformes du ministère du Budget, du ministère de l'économie et des Finances, à disposition de tout le monde. Et tout le monde sait qu'il y a ce déficit de 8 000 milliards qu'il faut financer.
Et parmi les instruments de financement, nous avons fait volontairement le choix d'aller vers les ODT qui sont à moins et long terme, entre 4 et 5 ans de maturité. Les bons du Trésor, la maturité, c'est 91 jours. Oui. Et si on fait les ODT, ce qui est recommandé d'ailleurs par le FMI, d'aller vers les ODT, ça laisse un espace budgétaire à l'État. C'est un emprunt. Et les emprunts, vous avez aujourd'hui les taux d'intérêt qui sont fléchés sur ces deux mécanismes. Parce qu'il y a 2 000 milliards qui ont fait l'objet de levée, et il y a 3 000 milliards pour la deuxième tranche. Pour la première tranche, on est autour de 9%. Et pour la deuxième tranche, on est à 13%. Oui. Alors que traditionnellement, les ODT, on est autour de 14% jusqu'à 16%. Bien. C'est les banques qui vont gagner beaucoup d'argent. Et ces ressources-là ne sont pas mobilisées pour financer autre chose. C'est financer le budget des projets qui sont dans le budget de l'État. Des projets d'infrastructure qui sont dans le budget de l'État. Et il va y avoir plus de 170 projets. Des projets déjà identifiés, monsieur le ministre. Identifiés, fléchés dans le budget de l'État. Très bien. Allez-y, les projets qui sont financés, les comptes là sont où? C'est dans les banques commerciales. J'apprends souvent, on dit les banques. Et vous parlez de 170 projets. 170 projets déjà identifiés? Identifiés et fléchés dans la loi de finances. Vous avez aujourd'hui, en termes d'engagement, un peu plus de 1600 milliards de projets engagés. Vous avez des instances de paiement au Trésor. Lorsqu'on va faire face à tout cela, nous contribuons au soutien à l'économie, à la relance de l'économie. Ce sont les entreprises guinéennes parce que nous payons en francs guinéens. Les ressources sont mobilisées en francs guinéens. Très bien. Et ça va dans ces banques-là où se trouvent les comptes des entreprises qui vont être financées pour faire face aux besoins de développement et améliorer tout simplement les conditions de vie de nos populations. Bien. C'est de cela qu'il s'agit. Bien. Kabine qui est convaincu dans ce studio. Allez-y, Garay. On va le garder. Est-ce qu'on a des questions, d'autres questions à lui poser? Allez-y. Monsieur le ministre, pourquoi votre département s'est dirigé vers les banques pour pouvoir combler le déficit de 8 000 milliards de francs guinéens? Est-ce qu'il existe d'autres mécanismes ou procédés pour pouvoir combler le trou? Il y a parmi les mécanismes autorisés par la loi de finances, c'est la loi de finances qui autorise, en son article 4 très précisément, qui autorise le ministre des Finances de recourir aux obligations du Trésor, aux bons du Trésor, aux emprunts obligataires. Nous avons fait le choix et parmi ces obligations, dans la loi de finances, au titre des obligations du Trésor, il est prévu de mobiliser 7 000 milliards. Ça, c'est dans la loi de finances. Encore une fois, on n'invente rien. On ne maquille rien. C'est prévu dans la loi de finances que les ODT à mobiliser sont autour de 7 000 milliards. Et parmi les 7 000 milliards, n'oubliez pas qu'on a déjà mobilisé 1600 milliards. Il n'y a pas eu de bruit. On mobilise le complément, on est à 5 000 milliards. Aujourd'hui, nous situons à 5 600 milliards. Il reste 400 milliards encore à mobiliser pour compléter les 7 000 des ODT prévus dans la loi de finances. Bien. Avec un taux d'exécution de 94%, il n'y a rien. C'est une activité tout à fait normale, en fait. Oui, monsieur Bien. le ministre, la solvabilité du Trésor, donc la solvabilité de l'État de rembourser ces montants à terme, quelles sont les... Je ne sais pas quelle explication vous donnez là-dessus. C'est sur quelle année de remboursement? C'est défini dans le protocole. Et la garantie de solvabilité du Trésor par rapport à ces banques primaires. La garantie de solvabilité de l'État, n'oubliez pas que nous sommes en train de crédibiliser. Si vous voyez que les banques ont adhéré, c'est que nous continuons toujours à crédibiliser la signature de l'État. Il y a eu des emprunts obligataires qui ont été levés en 2019 que nous continuons à payer par les charges de financement aujourd'hui. Il y a eu des obligations de trésor qui ont été levées que nous continuons à payer aujourd'hui en termes de charges de financement. Et aujourd'hui, si nous levons 5 000 milliards pour faire face au financement des infrastructures, dans 3 ans, dans 4 ans, l'État est un instrument, l'État est un appareil, il y a toujours des mécanismes de prévu. Chaque fois que vous faites le budget de l'État, vous prévoyez les ressources de financement et les charges de financement pour financer le déficit.
Bien. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est une activité purement et simplement normale et légale. Oui. Encore publique. Oui. Bien. Cabinet, Fofana. Alors, monsieur le ministre, je vois dans le protocole par rapport au taux d'intérêt, sur la première tranche, elle va être remboursée au taux de 9% de net d'intérêt et de taxes. Et la deuxième tranche, elle est à 13%. Est-ce que vous avez pris en compte ici le facteur inflation ou pourquoi cette différence de 9 et de 13%? Alors pourquoi cette différence de 9 et de 13%? Oui. Ça, c'est une question purement de négociation avec le secteur bancaire. Ouais. Parce que il faut comprendre aujourd'hui que conformément à la convention signée, à la convention signée avec les banques, plus la maturité est longue, plus c'est cher. Ouais. D'accord? Donc, c'est pourquoi on a fait un protocole d'accord avec l'association professionnelle des banques en représentation de réserves obligatoires pour les banques. Et ça n'a aucun impact sur l'inflation dans la mesure où elles n'auront aucun impact monétaire qui consiste à réduire la quantité de la monnaie en circulation. Il faut noter que d'autres leviers de financement sont en cours et prévus pour l'année 2024 qui permettra aux agents économiques, y compris les ménages, de souscrire aux levées de fonds. On a fait de sorte que la politique monétaire soit garantie pour éviter ce que d'autres ont appelé il y a quelques mois dans les colonnes de la presse que nous sommes en train de procéder à une planche à billets. Non. Nous sommes une économie normale. La Guinée est un pays normal. Depuis le 5 septembre, nous faisons en sorte que nous soyons envieux comme les gens envient le Sénégal, comme les gens envient la Côte d'Ivoire, comme les gens envient le Bénin aujourd'hui. Bien. La même dynamique qui est engagée depuis le 5 septembre. Très bien. Nous ne créons pas d'inflation. C'est pourquoi le comité de politique monétaire sous l'autorité du gouverneur de la Banque centrale s'est aussi réuni. Tous les éléments ont été analysés pour pouvoir mettre en place cette opération et en toute transparence encore une fois. Très bien. C'est ça la question. Très bien. Bien, cabinet. Oui, monsieur le ministre, on entend d'aucuns dire que, en fait, les gens craignent à savoir est-ce que en recourant à ces réserves-là, au cas où une crise économique, une récession arriverait, est-ce qu'on a les assises financières importantes pour pouvoir juguler une telle éventualité, même si elle n'est quand même pas envisageable pour le moment? Je ne vous entends pas. Non, je disais que l'une des craintes qui revient incessamment, c'est que d'aucuns se demandent recourir à ce type de financement-là, puisque c'est des réserves qui vont être des réserves des banques primaires qui vont être utilisées, vont être absorbées pour financer donc des infrastructures. Éventuellement, s'il y a une récession, est-ce qu'on a une assise financière importante pour pouvoir juguler une telle éventualité? Pour faire court, est-ce que ça ne comporte pas de risques pour les banques qui vont souscrire à ce mécanisme? Parce que il rappelait hier qu'il y a des gens qui viennent galérer souvent dans les banques pour recevoir un certain montant. Qui ont du mal à faire des retraits d'une certaine amplitude. Alors, c'est pour vous expliquer tout simplement, il faut préciser que cette opération n'a pas de risque de déséquilibre du secteur, puisque les banques bénéficient d'un guichet spécial de refinancement à jour J auprès de la Banque centrale. Tout Très bien. Très bien. Encore une fois, c'est qu'il faut comprendre. C'est pourquoi je parle pour que nos auditeurs comprennent et que l'opinion puisse comprendre l'opération. L'opération n'a rien de confidentiel. L'opération n'a rien de maquillage. L'opération est dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de finances rectificative. Encore une fois, cette loi de finances rectificative, vous avez suivi au CNC les débats entre les recettes et les dépenses. Et le déficit, c'est le solde négatif du budget de l'État. C'est ce solde négatif-là qui est de moins 8 000 milliards qu'il faut financer. Je ne comprends pas, encore une fois, l'inquiétude. Je peux comprendre l'inquiétude de l'opinion sur le sujet. Mais pour expliquer à l'économie, en cas de récession, on peut encore refinancer. On peut encore baisser les taux. Bien. On peut baisser les taux. Et c'est pourquoi le comité de politique monétaire s'est retrouvé autour du gouverneur de la Banque centrale pour baisser le taux de réserve obligatoire de 15% à 13% et le taux directeur de 11,5% à 11%. C'est un mécanisme
tout à fait normal dans le fonctionnement d'un État normal. Bien. Monsieur le ministre, peut-être à titre de précision, parce que dans le protocole d'accord signé entre le gouvernement à travers vous et le gouverneur de la Banque centrale et les banques concernées, il est prévu que la date de souscription pour les deux tranches, pour la première tranche, c'est le 27 septembre dernier, et la deuxième tranche, c'est exactement ce mercredi 4 octobre. Est-ce que vous nous confirmez que pour les deux tranches, les souscriptions sont déjà effectives? Dans le cadre de la mobilisation des ODT, nous avons un calendrier d'émission des titres. Oui. Et c'est ce calendrier-là que vous avez tout simplement rappelé. Ce calendrier-là aussi a été rendu public à l'hôtel Kaloum entre les associations professionnelles des banques et les microcrédits, la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances, pour que tous les mercredis de chaque mois, le premier mercredi sur les BDT, le mercredi suivant sur les obligations du Trésor. Tout simplement pour financer, justement, pour contribuer au financement du déficit. Donc pour ce cas précis, à la date de ce 4 octobre, peut-on dire que toutes les souscriptions en lien avec cette opération sont effectives? Est-ce que ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, les 5 000 milliards devraient être mobilisés? À 17h. À 17h. À 17h, on procédera. Les 2000 sont déjà disponibles. Bien. Et à 17h, on va clôturer à la mobilisation des 3 000 milliards. Voilà. Ça veut dire que à la fin de la journée, vous avez les 5 000 milliards, le gouvernement. Vous avez les 5 000 milliards à la fin de la journée. C'est ça. Ce que je veux rappeler aux fidèles auditeurs, la réforme que nous engageons aujourd'hui, c'est de permettre aussi aux ménages, à M. Aboubakar qui a un compte en banque, de pouvoir souscrire aux obligations, de pouvoir souscrire à des mécanismes, comment je vais appeler cela, à des leviers de financement de l'économie. Et en retour, qu'est-ce que je gagnerais? Puisque vous avez pris l'exemple sur moi. Si vous faites un placement à travers votre banque en souscrivant aux emprunts obligataires, par exemple, un compte d'épargne, au lieu que vous épargnez de l'argent ou que ça devienne des encaisses oisives, vous prêtez de l'argent à l'État à un taux d'intérêt. À l'échéance, vous aurez augmenté le niveau de votre épargne. Tout simplement. Il y a d'autres pays qui procèdent par la levée de financement avec les fonds de pension. Les pays anglo-saxons aujourd'hui se sont développés avec les fonds de pension. Mais il faut bien que les banques expliquent cela à leurs épargnants. Parce que, à vrai dire, l'argent qui est prêté à l'État, ce sont les épargnes des citoyens. Mais est-ce que, c'est peut-être une question pour le gouverneur, est-ce que les banques font ce travail d'explication, prennent l'initiative sur elles d'expliquer cela à leurs clients? Parce que l'argent qui est mis à votre disposition, c'est pas forcément l'argent propre aux banques, c'est l'argent des contribuables, et plutôt des clients. Mais monsieur le ministre, ça veut dire que les 8 000 milliards de gap, c'était un peu ce qui était attendu, entre autres, du FINEX, du financement extérieur. Non, dans le financement extérieur, vous avez 6 000 milliards de budget prévu au titre du financement extérieur et qui se mobilise de façon classique et normale. Mais encore une fois, il faut comprendre de manière très pédagogique. Un budget, c'est les recettes et les dépenses. Quand les dépenses sont supérieures aux recettes prévues, c'est ce qu'on appelle le déficit. Et le déficit là qui se dégage est de 8 000 milliards. Et ce 8 000 milliards-là, la même loi de finances autorise le ministre de l'économie et des finances d'aller sur le marché et d'utiliser les mécanismes de financement pour mobiliser ces 8 000 milliards. Et parmi les mécanismes de financement prévus par la loi, vous avez les obligations du Trésor et dans la même loi, sont prévues à hauteur de 7 000 milliards. Et pour la même opération de 7 000 milliards, 1 600 milliards ont déjà fait l'objet de mobilisation. Et les 5 000 viennent compléter les 1 600 pour être aujourd'hui comment je vais dire ça, à 6 600 milliards. Non, monsieur le ministre, vous dites que les 29 000 milliards devaient être mobilisés par les régies de recettes. C'est-à-dire que ce sont des recettes... Ce sont des recettes. Oui, des recettes intérieures. Ça, c'est en cours. C'est en cours. Oui, ça, ce sont des recettes mobilisées
par le Trésor. Quelle est la part du FINEX, monsieur le ministre? Est-ce que les 6 000 milliards dont vous parlez de la part du FINEX font partie des 8 000 milliards que vous considérez comme étant un déficit aujourd'hui? Non, pas du tout. Expliquez-nous, monsieur le ministre. Le déficit, encore une fois, est mobilisé à travers les instruments de financement. Obligations du Trésor, bons du Trésor, emprunt obligataire. Si vous regardez la loi de finances, regardez très bien la loi de finances à l'article 4, vous avez les instruments de financement. Encore une fois, parmi ces instruments de financement, nous privilégions des obligations du Trésor qui sont à moyen et long terme par rapport aux bons du Trésor qui sont à court terme. Quand vous vous endettez sur le marché, il faut vous endetter à des échéances qui sont un peu plus longues pour donner de l'espace budgétaire possible. Et c'est ce que nous avons fait tout simplement. Le déficit, il se dégage quand vous faites le budget. Il faut que le budget soit équilibré. En recette et en dépense. D'accord? Et quand il n'est pas équilibré en recette et en dépense, il y a un déficit qui se dégage. Ce déficit-là, c'est ce qui a 8 000 milliards. On a dit au régime de recettes, vous mobilisez 29 000 milliards. Les dépenses de l'État sont à 37 000 milliards. Entre les recettes et les dépenses, il se dégage un déficit, un solde négatif, qui est de 8 000 milliards. Et ces 8 000 milliards-là, c'est la même loi qui autorise le ministre des Finances d'aller sur le marché financier pour mobiliser. Et c'est à ce titre-là que nous avons déjà mobilisé 1 600 milliards. Bien. Déjà mobilisé. Je pense que voilà, je pense qu'on a compris l'essentiel, sauf si... Bien, avec votre permission, monsieur le ministre et monsieur le gouverneur de la BCRG, on va marquer la pause et revenir à vous pour que vous preniez les dernières questions. C'est important aussi, beaucoup de questions de nos auditeurs, de nos compatriotes sur le fil d'actualité de nos pages. Donc, si vous l'acceptez bien, on revient dans 10 minutes pour donc clôturer cette interview. La question de cet ancien ministre, monsieur Moussa Cissé, si vous permettez, je vais retrouver la question de l'honorable, plutôt de ce haut cadre de l'UFR, ancien ministre Boubacar Bari. Question pour le ministre. Est-ce que les fonds de l'accord chinois de 20 milliards de dollars mines contre infrastructures sont épuisés au point de lever de nouveaux fonds pour financer les infrastructures? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Chabakar, mes amitiés au ministre Bari, qui est d'ailleurs mon voisin occupé. Par rapport à l'accord cadre Chine-Guinée, il faut qu'on réexplique ça encore davantage. Les 20 milliards de dollars, ce n'est pas mine contre infrastructure. Les projets miniers étaient déjà en exploitation. Ce sont des ressources de financement issues de deux taxes, les taxes d'exportation et d'exploitation des mines, qui sont concédées à des entreprises financières chinoises. Et c'est ces deux taxes-là qui vont dans un compte d'engagement en Chine. Et en contrepartie, la Chine met à disposition des ressources de financement pour des projets d'infrastructure. Au titre de l'accord cadre, qui n'est qu'un protocole d'accord, encore une fois, une volonté des parties, rien de contraignant, il a été indiqué là-dedans que la Chine a 20 milliards de dollars à mettre à la disposition de la Guinée, soit 1 milliard de dollars par an sur 20 ans. Les conditions, il faut qu'il y ait des projets en face de ces 20 milliards de dollars et qu'on ait des capacités de rembourser. À l'époque, la Guinée était sous programme de facilité élargie de crédit avec le FMI et qui limitait notre plafond d'engagement à 650 millions de dollars. Par conséquent, il n'y a eu seulement que 2 prêts qui ont été consentis par l'État sur l'accord cadre. Ce sont des prêts qui ont été pris pour financer la voie urbaine de Conakry avec Tibité et la route nationale Koya-Mamoun-Dabola avec CRDC, à hauteur de 500 et quelques millions de dollars. Donc sur les 20 milliards, nous n'avons pris que 500 et quelques millions de dollars. Donc les 20 milliards de dollars... Jusqu'à date, monsieur le ministre, jusqu'à date. Comment? Jusqu'à date, la Guinée n'a pour l'instant, en tout cas, pu décaisser que environ 650 millions de dollars. Non. 650 millions de dollars, c'est le plafond d'endettement non concessionnaire sur le marché que nous avions consenti dans le cadre d'une facilité élargie de crédit avec le FMI, qui était un programme qui est arrivé à terme en 2020. Et ce programme-là ne nous permettait pas d'aller nous endetter sur le marché
de financement non concessionnel. Et sur l'accord cadre sino-guinéen, nous avons signé 2 conventions de financement pour la voirie urbaine de Conakry et pour la route nationale Koya-Mamou-Daboula qui était d'ordre de 540 millions d'euros environ. Ça veut dire qu'à date, que sur les 20 milliards, nous n'avons décaissé que les 500 et quelques millions. On a signé 2 conventions de financement à hauteur de 540 millions d'euros. Donc pas plus. Donc les 20 milliards de dollars, c'est des 20 milliards théoriques, encore une fois. Oui. Ce pas des ressources qui sont à notre disposition. On n'avait pas de capacité de mettre 20 milliards de dollars dans notre capacité d'endettement. Et c'est progressif. Et c'est pourquoi, pour signer les 2 accords de financement à l'époque, il a fallu une dérogation du Fonds monétaire international parce qu'on avait déjà d'autres prêts non concessionnels déjà consentis et qui ont exposé tout de suite le plafond qui était convenu avec le FMI. Donc, le financement des infrastructures classiques que nous faisons n'a rien à voir avec cet accord cadre sino-guinéen qui se met en œuvre et qui se rembourse très, très facilement et très bien d'ailleurs. Parce que le compte d'engagement aujourd'hui est excédentaire. Nous avons un peu plus de 100 et quelques millions de dollars sur le compte d'engagement à Exim Bank Chine que nous pouvons retirer et que nous pouvons aussi garantir pour faire face à d'autres projets de financement selon les orientations qui seront données par le président de la République, chef de l'État. Et pourquoi vous ne le faites pas, monsieur le ministre? C'est un cycle de négociation. La première vague a concerné Koya Mamoun Daboula et les voies urbaines. Nous allons rentrer en discussion pour la deuxième vague. Qui portera sur quoi? C'est ce que je vous explique tantôt. Il y a beaucoup de projets et nous regarderons les projets d'intérêt prioritaire et nous soumettrons à l'appréciation du président de la République, chef de l'État. Bien. Allez, Basseko, Ibrahima Sow Lincoln Souma. Monsieur le ministre, je voudrais vous entendre aussi sur les contrats de gré à gré ou d'entente. S'il vous plaît, avant d'y aller, s'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît, oui, allez-y. Alors, monsieur le ministre, une question au sein de l'opinion. Les gens ne comprennent pas pourquoi un gouvernement militaire de transition qui doit partir en décembre 2024 veut endetter l'État sur 4 ans ou 5 ans sur 500 millions de dollars qui pouvaient financer les élections. La deuxième question, pour financer le retour à l'ordre constitutionnel. La deuxième question, c'est au gouverneur de la Banque centrale qui aurait démarché près des banques à l'époque par rapport à cette somme qui devrait servir à rembourser la dette intérieure. Mais entre-temps, votre courrier fait mention d'infrastructures. Et pourquoi toucher les réserves obligataires des banques alors qu'elles constituent une garantie pour les mêmes banques? Ah, c'est pour le gouverneur. Bien. D'abord, le ministre. Alors, je ne sais pas, on parle de transition. Est-ce que vous devrez arrêter de travailler à FINESEM parce qu'on est en transition? Ben non, c'est pas la même chose, monsieur le ministre. C'est sans commune mesure. C'est différent. Je vais tout simplement dire, au cher avocat, je veux dire par là que les services publics n'attendent pas un gouvernement pour se mettre en œuvre. Les services publics sont pour les populations. L'amélioration des conditions de vie des populations est le credo de tout gouvernement. Que vous soyez un gouvernement de transition ou un gouvernement démocratiquement élu, comme vous voulez l'exprimer, pour nous, nous sommes en train de faire fonctionner un État de façon normale. On ne peut pas dire que nous sommes en transition, on ne va pas construire des hôpitaux. On ne peut pas dire que nous sommes en transition, on ne va pas faire les routes. Et le service public n'attend pas. Les besoins des populations n'attendent pas. On ne va pas arrêter le fonctionnement de l'État parce que nous sommes en transition. Oui, mais le reproche qu'on vous fait, monsieur le ministre, à votre gouvernement, c'est le fait de mettre la priorité sur les infrastructures aux grandes dames de ce qui devrait être l'agenda prioritaire de la transition, c'est-à-dire l'organisation du processus électoral et en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Beaucoup pensent que cette levée de fonds de 500 millions de dollars aurait pu être orientée à financer ce processus de retour à l'ordre constitutionnel. Qu'en dites-vous? Mon cher Abakar, si vous ne faites pas les infrastructures routières, comment vous allez acheminer les urnes dans les localités? Non, mais il y a un minimum d'infrastructures quand même qui existe. Sinon, comment on a pu faire les élections, la présidentielle de 2020? Soyons concrets, par exemple. Avant le 5 septembre, Koya Kimbia, moi je suis de Kimbia. Avant le 5 septembre, pour faire Koya Kimbia, vous faisiez 6 heures si vous avez la chance. Ça, c'est vrai. On est d'accord? Oui. Si vous n'avez pas de chance, vous faites 24 heures.
Aujourd'hui, vous le faites en 1h30. D'accord? Est-ce qu'il fallait attendre parce que nous sommes en transition, il ne faut pas faire cette route? Il faut le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Koya, Fourkaria, Farmouria, avant le 5 septembre, si vous avez la chance, vous faites 4h, 5h. Le président lui-même, quand il s'est réveillé pour venir à Conakry, il a mis 4h. Aujourd'hui, vous le faites en 2h. Hein? Est-ce qu'il faut attendre parce que nous sommes en transition qu'il ne faut pas faire les routes? Non, il faut qu'on fasse la différence. Ça, c'était déjà financé. Ces routes étaient financées, monsieur le ministre. Conakry, Koya, Dabola, Koya, Farmouria, c'était déjà financé. Nous parlons en tout cas de nouveaux financements. C'était déjà financé, mais vous savez comment la carence, c'est pourquoi j'ai dit que le colonel Moïse a été un accélérateur du développement de l'État. Il a fallu que des mesures fortes soient prises pour payer les contreparties guinéennes de ces projets-là pour qu'on puisse être mis en œuvre. Et les premières actions du président ont été dans ce sens-là parce que c'était inconcevable que la Guinée soit coupée en deux parce qu'il n'y a pas de route. À quelle hauteur ces contreparties, monsieur le ministre? Parce que l'État, à l'époque, était incapable de payer sa quote-part, sa contrepartie. C'est ce que vous voulez nous dire? Ça n'a pas été fait. Ça n'avait pas été fait. C'est ça la vérité. Et à quelle hauteur, monsieur le ministre? C'était autour de 80 millions, je pense. À quelle hauteur pour Koya Mamoun Dabola? L'État devait débourser 15% de sa contrepartie, qui a été entièrement payée et clôturée. C'était combien? Pourquoi... Ça se chiffrait à combien, monsieur le ministre? Je pourrais vous le dire plus tard. Je n'ai pas exactement le montant en tête aujourd'hui. Mais c'est à hauteur de 15%. Donc, cela veut dire qu'il a fallu une accélération sur le sujet pour permettre la mobilité des Guinéens. Très bien. Ça, c'est un atout. C'est ça l'accélération du développement de la Guinée qu'il faut intégrer. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne faut pas associer la transition au développement du pays. Le développement du pays, sinon on n'aurait pas la visite des institutions de financement aujourd'hui en Guinée. Alors, monsieur le ministre, subséquemment, puisque quand il s'agit de mobiliser les fonds, qu'ils soient destinés aux infrastructures ou aux élections, le ministère des Finances est naturellement concerné. Alors, quelle assurance vous pouvez donner au peuple de Guinée que les 600 millions de dollars nécessaires au financement du programme de la transition seront bel et bien mobilisés pour permettre justement de respecter les 2 ans de transition? Le chronogramme de la transition se mettra en œuvre. Il y a un comité de pilotage qui se tient tous les mois au ministère de l'administration du territoire, où vous avez tous les acteurs concernés, y compris la CEDEAO, le G5 et les missions diplomatiques accréditées en République de Guinée. Nous faisons l'état des lieux sur le chronogramme de la transition. Quel est le niveau de mobilisation des 600 millions en termes d'état des lieux, monsieur le ministre, à date? En termes d'état des lieux, le prochain comité de pilotage nous dira quel est le niveau exact aujourd'hui d'efforts faits. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un effort propre du gouvernement à la matière, avec des constitutions dans les différentes lois de finances. Ce qu'il faut noter, les accompagnements techniques et financiers, si vous prenez par exemple le dernier protocole, le dernier communiqué ou la dernière résolution du Conseil de la CEDEAO sur la Guinée, dans tous les communiqués, il était indiqué qu'on avait un accompagnement technique et financier. Dans le dernier communiqué, la partie financière a disparu dans le communiqué. Mais cela n'empêche pas que nous ouvrons un canal de discussion avec la CEDEAO. La Guinée est un pays normal et tout ce que nous le faisons en toute transparence. C'est pourquoi au sein de ce comité de pilotage, ça élargit aux missions diplomatiques sur le terrain. Les projections sont faites dans la salle, chacun apporte sa contribution sur le niveau de mise en œuvre du chronogramme de la transition. Le recensement général de la population et de l'habitat aujourd'hui, qui est un élément phare de ce chronogramme de la transition, se met en œuvre. La Banque mondiale a apporté un financement dans ce qu'on appelle le FASAO, sur les statistiques nationales qui sera mise en œuvre par l'Institut national des statistiques. Donc, il faut distinguer la transition aux besoins de développement. Les deux se font concomitamment. Le financement de développement se met en œuvre concomitamment. Les besoins des populations ne peuvent pas attendre. On ne peut pas attendre pour faire face à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Monsieur le ministre, à l'absence des apports extérieurs attendus et sur lesquels d'ailleurs le gouvernement n'a eu de cesse de rappeler à la CEDEAO ses responsabilités ou ses engagements, en l'absence de ces apports extérieurs, est-ce que vous nous rassurez que
au moment venu, l'État fera face à ses responsabilités et mobilisera les fonds nécessaires à l'organisation des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que la Guinée sera à même, par elle-même, de financer ces élections? Nous sommes un État souverain. Au moment venu, nous ferons face à nos responsabilités. Eh bien voilà. La question au gouverneur, c'est parce que vous êtes ensemble, la question de l'ICON, vous allez la reprendre pour le gouverneur. Allez. Oui, aussi qui relève des dysfonctionnements. Mais ça, c'est une question pour le ministre. Oui, pour une question pour le ministre. Par exemple, le CNT dit dans son rapport qu'il y a une mauvaise répartition des ressources qui ont conduit à une perte de près de 60 millions d'euros pour le Trésor. Et ensuite, on dit que la plupart des sociétés publiques ne versent pas leurs dividendes à temps, voire pas du tout. Le patrimoine bâti public, par exemple, qui est chargé des recettes locatives, ne verse rien du tout. Et que le Conseil regrette également que la présidence récupère les 5% de la masse des jeux de hasard. Qu'est-ce que vous faites de ces recommandations aujourd'hui du CNT? Bref, le CNT pointe des déperditions de recettes. Alors, il ne peut pas y avoir de perte de recettes. Les recettes sont affectées aux services publics. C'est ce qu'on appelle les arrêtés conjoints que le CNT et le gouvernement s'est appris à corriger dans le cadre de la recommandation de l'État. Les recettes sont mobilisées, surtout les recettes administratives, à l'agence centrale, comment je peux dire ça? À Kaloum. Non, il y a un compte du receveur central du Trésor qui reçoit toutes les recettes. D'accord? À un moment donné, le Trésor n'était pas en mesure de mettre à la disposition de ces services publics leur fonctionnement. Et par conséquent, il y a eu ce qu'on appelait des arrêtés conjoints. Ces arrêtés conjoints d'affectation de recettes à ces structures-là pour leur permettre de fonctionner. Et parfois, ces arrêtés conjoints, on va vous dire que le service qui mobilise aura 10%, le Trésor aura 15%. C'est des répartitions comme ça qui étaient faites à l'époque. Ce qui se fait, et c'est normal, mais c'est contraire à la réglementation. Nous nous sommes dit, on va faire la cartographie de ces recettes affectées. Et cette inspection-là est en cours aujourd'hui pour faire la cartographie. C'est là où nous sommes en phase avec le CNT. Et le CNT nous accompagne et recommande à ce que cette cartographie-là soit rapidement faite pour qu'on puisse effectivement prendre les mesures de faire fonctionner ces services sans recettes affectées. Parce que si, par exemple, les impôts qui mobilisent, la douane qui mobilise, disent, bon, nous mobilisons de l'argent pour l'État, il faudrait que si on mobilise, il faut nous donner 10%, il faut nous donner 15%. C'est la même chose au niveau de ces recettes affectées, qui ne sont pas en déperdition, encore une fois, qui font fonctionner ces services publics, que nous sommes en train de corriger pour que le compte unique du Trésor soit fonctionnel. Le Trésor n'a qu'une seule poche. C'est ça la réforme. Mais là, quand on dit que 5% des recettes de jeu sont affectées à la présidence, c'est faux. Bien. Et quand on dit que certaines... C'est quoi la réalité? C'est quoi la réalité au sujet de ces 5%? Au sujet de 5%, il aurait fallu que le ministre secrétaire général et moi nous signions un arrêté conjoint d'affectation des 5%. On n'a jamais signé d'arrêté conjoint. Il n'y a pas d'affectation de... Donc le CNT ment, en fait, si on vous suit bien. Ou s'est trompé? Non, le CNT ne ment pas. Le CNT formule des recommandations. Le CNT est un organe qui représente le peuple. Oui, mais ces recommandations doivent être fondées sur une réalité, sur un constat, monsieur le ministre. Non, ce sont des recommandations qui sont issues peut-être de certaines consultations, mais il n'y a pas de 5% de recettes de jeu affectées pour le fonctionnement. Donc le CNT n'a pas vérifié cette information au niveau du ministère des Finances? Non, le CNT a le droit d'ouvrir des informations. C'est pourquoi il y a un contrôle parlementaire de l'exécutif, l'action du gouvernement. Et c'est à ce titre-là que nous nous sommes expliqués dans un débat républicain. Bien. C'est le pôle économique qui n'a pas su l'expliquer. Bien. Alors, monsieur le ministre, peut-être une question suivante. Oui, il va finir. Si vous voyez... On va y aller doucement parce qu'il nous reste encore près de 30 minutes, oui. Si vous voyez, par exemple, aux États-Unis, quand le budget doit être adopté par son, on risque même de shutdown aux États-Unis. Parce que le budget entre le Sénat et l'exécutif, ça fait des débats. En France, l'adoption du budget fait des débats. C'est normal qu'au CNT, qu'il y ait des débats entre les représentants du peuple et l'exécutif. Mais tout cela concourt à quoi, au nom du rassemblement? À faire face aux besoins prioritaires de nos populations. C'est en cela qu'il faut expliquer cela et positivement. Alors, monsieur le ministre,
ministre, Oui, le même CNT s'est penché sur les exonérations dans le secteur minier, lesquelles sont estimées, selon le CNT, à plus de 2000 milliards. Des exonérations donc fantaisistes. Quelle réponse avez-vous à donner? Parce que certains pensent justement que vous qui levez 5 000 milliards aujourd'hui, si la question des exonérations était gérée de façon efficace, on n'en serait pas peut-être à lever 5 milliards, peut-être qu'on enlèverait 3 milliards au lieu de 5, monsieur le ministre. Vous savez, l'État est une continuité et il faut crédibiliser les assignatures de l'État. Les conventions minières dont nous avons hérité ont consenti des exonérations. Le président de la République, soucieux du respect de l'engagement de l'État, a pris une ordonnance pour respecter tous les accords, toutes les conventions et tous les traités qui ont été signés. Parce que ces conventions minières sont des lois. Mais qu'est-ce que nous avons fait, justement, pour pallier à ces exonérations et mobiliser suffisamment de recettes au niveau des mines? D'abord, sur l'instruction du président de la République, chef de l'État, nous avons signé un arrêté conjoint sur le prix de transfert. Et cet arrêté conjoint-là est mis en œuvre. Il y a une commission d'évaluation qui va clôturer sa première évaluation à la fin de cette année, en décembre. Et cet accompagnement, cet arrêté conjoint a été facilité grâce à un accompagnement du FMI et de l'OCDE. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que nous avons fait, parce qu'il ne faut pas, ça fait 2 ans, tout le temps, on va dire non, c'est l'ancien système. C'est ce que nous avons fait que vous devez nous interroger sur ça. Quels sont les efforts que nous avons consentis? Oui. Aujourd'hui, à la suite de cela, nous avons le droit, selon la réglementation, notamment la législation, notamment le code minier, de procéder au rapatriement de 100% des recettes d'exportation. Un gouvernement normal et sérieux, nous avons dit on ne va pas brusquer le secteur minier. On va commencer par rapatrier au moins 50%. Mais là aussi, il y a des exemptions. Il y a des exemptions, il y a des sociétés qui sont exemptées de cette obligation. Vous avez suivi les discussions avec le secteur minier, chez le ministre des Mines, avec le gouverneur de la Banque centrale, le ministre du Budget, le ministre des Finances et la ministre du Commerce. Ça, c'est un effort. Qu'est-ce que nous avons encore fait dans le secteur? On a dit, d'accord, très bien. Il y a des conventions qui ont été signées. Avec un appui financier de la Banque africaine de développement, nous avons engagé un audit de la comptabilité de 40 grandes entreprises du secteur minier, du secteur des banques, du secteur des assurances et du secteur des télécommunications. Ça aussi, c'est en cours. Mais en dépit de tout cela, le secteur minier qui reste le moteur de la croissance et du développement de la Guinée, notamment avec le Simandou qui arrive, est très heureux d'ailleurs de vous annoncer la signature du financement intérimaire de ce projet important pour le pays. Le secteur minier aujourd'hui, en dépit des groupes Rusal, CDK, un groupe de la société, en dépit de la société minière de Dingraï ou de la Guinée des mines, qui sont des actions russes, le secteur minier se porte mieux par rapport à l'année 1-1, aux efforts que nous avons consentis pour pouvoir maîtriser le risque dans le secteur. C'est cela un État responsable, mes chers amis. C'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Nous devons nous rassembler nos efforts pour qualifier davantage la qualification. Donc il n'y a aucune solution immédiate par rapport aux exonérations, monsieur le ministre? Aux exonérations, nous respectons nos engagements. Ce sont les engagements de l'État. Un État normal doit... Fût-il léonin, ces engagements, monsieur le ministre? Fût-il léonin, est-ce qu'on doit les respecter? Les engagements? Oui, certains parlent justement d'exonération fantaisiste. Est-ce qu'au nom du respect des accords, on doit fermer les yeux sur une poche de 2000 milliards au titre des exonérations? Il explique que ce que son gouvernement fait, c'est de contourner le poids de... Laissez monsieur le ministre expliquer. Bien, allez-y. C'est un processus. C'est pourquoi je vous explique ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est un processus. Et quand vous héritez d'une situation et que vous devrez crédibiliser la signature de l'État et garantir les investissements privés dans votre pays, vous mettez en place un processus. Et c'est le mécanisme que je vous ai expliqué à travers le prix de transfert. Aujourd'hui, la Guinée est dotée de laboratoires capables de pouvoir regarder la qualité de ces minéraux. Les quantités notamment. Les quantités notamment qui sortent. Ça, c'est un effort aussi qu'il faut saluer. Il y a un laboratoire à Conakry, il y a un autre laboratoire en cours de construction à Kamsat qui peuvent examiner plus de 1000 échantillons. C'est ce que nous faisons pour rattraper les choses
qu'il faut expliquer aux Guinéens. Et c'est dans ce sens-là que tous ensemble, parce que vous exercez une mission de service public et de sensibilisation, que vous compreniez et que vous faites comprendre aux concitoyens que le gouvernement est là pour améliorer les conditions de vie des populations, pour créer un bonheur national brut. C'est ça la vérité. Bonheur national brut. Bien. Un BNB. BNB. Bonheur national brut. Voilà. Parce que c'est une nouvelle expression, voilà, chère à la gouvernance du CNRD. Oui, Mamadouri, on va aller sur d'autres facettes rapidement parce qu'il ne nous reste plus que moins de 20 minutes. Ouais. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, il y a quand même cette question qui me tient toujours à cœur. J'espère que vous vous prêterez justement à nos questions et que vous tiendrez à nos dispositions pour cette question. Parce que traditionnellement, on pense qu'il a consisté à tromper tout le temps que les missions des FMI sont venues ici, à maquiller nos indicateurs de performance. Dans le vocabulaire économique, c'est les indicateurs de performance qui consistent justement à prendre de l'argent auprès des banques primaires ou des institutions comme la BNG pour justement combler des vides qui existent avant l'arrivée de ces missions de contrôle, la position de... pour justement avoir nos indicateurs soi-disant au vert. C'est important. Même si cela ne se fait pas en votre temps, vous êtes très rigoureux. Moussa Cissé que l'on connaît, mais est-ce que par le passé cela a été usité? On veut bien le savoir. Mais ça, c'était une parenthèse. Hein. La question maintenant, c'est quoi? Il s'agit de cette question qui tient beaucoup à cœur au colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. C'est la question des dividendes de l'État dans les sociétés publiques et mixtes. Et justement, il a tellement rappelé cela. Oui, tout à fait. Et vous a tellement interpellé là-dessus en Conseil des ministres. Il y a des conseils des ministres. Ouais. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de cette question des dividendes de l'État? Est-ce qu'il y a des EPA qui sont acquittés de ces dividendes? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à la traîne? Ou est-ce que vous avez du mal à leur faire observer ces demandes-là? On va expliquer. Allez-y. C'est important, monsieur le ministre, parce que c'est une question qui revient sans cesse lors des interventions, des interpellations du président de la transition, lors des conseils des ministres. Voilà. Dites-nous tout. Alors, sur les dividendes, très rapidement. En 2019, 2020, 2021, nous étions autour de 60% de mobilisation des dividendes. En 2022, quand nous nous sommes impliqués et que nous sommes arrivés aux affaires dans le cadre de la mise en œuvre du budget de refondation de l'État, nous sommes passés à 108% de mobilisation. 108%. Pourquoi 108%. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Trésor et la Direction générale du portefeuille n'étaient pas fortement impliqués sur l'évaluation au niveau de la collecte des dividendes. D'abord, dans un premier temps, on a mis en place une grande mission. Si tu permets. Une grande mission d'inspection qui était dirigée par l'inspection générale des finances. Monsieur le ministre, pédagogiquement, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, je ne veux pas vous interrompre, mais pédagogiquement, expliquez-nous à nos auditeurs, c'est quoi les dividendes de l'État dans les sociétés? Alors, il faut faire la différence. Il y a ce qu'on appelle les organismes publics. Dans les organismes publics, vous avez les établissements publics à caractère administratif qui ne font pas qui ne génèrent pas de revenus, donc par conséquent, qui ne sont pas assujettis au paiement de dividendes. Ouais. Vous avez les sociétés à participation minoritaire mixte ou majoritaire, dans lesquelles l'État est actionnaire minoritaire ou actionnaire majoritaire. Oui. Il y a des sociétés, dans cette société mixte minoritaire et majoritaire, il y a le paiement de dividendes. Dans les sociétés à 100% capital État, vous avez aussi le paiement de dividendes. Donc, des exemples, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Quand on fait, par exemple, si vous prenez la CDG, qui est une société mixte dans laquelle l'État est à 49% d'actions et 51% pour les autres actionnaires, la CDG paye des dividendes à l'État. Oui. D'accord? Oui. Si vous prenez, ça c'est au niveau minier. Oui. Si vous prenez aujourd'hui... la SGP peut-être dans le domaine des hydrocarbures. La SGP, l'État est actionnaire minoritaire à hauteur de 6 ou 7%. Oui, 7%. Oui. Très minoritaire. Très minoritaire dans la SGP. Oui, mais ça doit générer des dividendes, quoique. Oui,
occasionner des dividendes. Quoi Ça ne provient pas de votre action. Votre dividende ne provient pas de votre action. C'est les bénéfices qui sont distribués, qu'on appelle le dividende. Quand vous prenez la LONADI est à 100% capital État. La question fondamentale que nous avons aujourd'hui, c'est comment améliorer la gouvernance des sociétés à 100% capital État, qui ne fonctionnait pas de façon normale. C'est pourquoi nous avons organisé d'abord cette mission d'inspection pour aller faire la situation de ces organismes publics-là. Et ce qui nous conduit pour ce mois d'octobre à la revue des organismes publics. Mais où est le rapport? Où est le rapport qui a sanctionné cette inspection, monsieur le ministre? Alors, ce rapport, il est disponible. C'est un rapport de l'inspection. On peut en avoir une copie? Vous pouvez avoir les éléments dont vous avez besoin de ce rapport-là. Mais quand on fera la revue globale des organismes publics, ça sera fait de façon publique à l'hôtel Kalom ou dans un espace public à Dieu. D'accord. On profitera de l'occasion pour le faire à la plage Kamen, pour montrer aux concitoyens ce que nous avons fait à la plage Kamen. Donc, la revue globale des organismes publics devrait permettre à la Guinée de faire la situation de ces organismes publics et de permettre à ce que ces organismes puissent financer le développement de la Guinée. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda, par exemple? J'ai détecté une mission de tout le cabinet et de toutes les directions du ministère de l'économie et des finances au Rwanda. On va aller voir comment ça fonctionne. Au Rwanda, les dividendes des sociétés publiques sont affectés dans un budget d'affectation spéciale pour financer les infrastructures, les maisons sociales et autres. C'est la même tendance que nous avons en Guinée. Si nous faisons aujourd'hui un point d'honneur grâce au président pour suivre ces dividendes-là, c'est pour permettre la mobilisation de ces dividendes-là uniquement que pour financer le développement de ce pays. Alors, pourquoi aujourd'hui nous qualifions davantage ces organismes-là? Les conseils d'administration se mettent en place, les commissaires de comptes sont recrutés, les assemblées, le conseil d'administration et les assemblées générales se tiennent. J'ai fait passer un communiqué radio-diffusé dans les colonnes de la radio, des radios, des télé et de la presse pour indiquer à ces organismes publics-là que les dividendes sont dus au 30 septembre. Oui, mais en termes de montant, monsieur le ministre, nous sommes à combien? Parce que vous avez parlé de 108%. 8%. Ça correspond à quel montant? Combien de francs guinéens de mobilisation? Deuxième question, la dernière, c'est la dette intérieure. Vous êtes du pôle financier. L'année 2023, oui. On va répondre à ça d'abord. Oui. De l'année 2023. 2022. Les prévisions c'est les dividendes de 2022 se payent en 2023. Allez-y alors. Oui. D'accord. Oui. Donc, pour l'année 2023, les prévisions d'encaissement des dividendes sont estimées à 1260 milliards. Donc, 100 millions de dollars. Plus de 100 millions de dollars. Donc, au mois d'août, c'est-à-dire au 7 août dernier, nous étions déjà à 394 milliards. Très bien. Ce qui faisait... donc aujourd'hui... Mais un peu à la traîne alors sur les objectifs. Non, pas à la traîne. On peut mettre les chiffres toujours. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont tenu leur assemblée générale. Il y a eu d'abord des conseils d'administration. Et à la suite des conseils d'administration, des assemblées générales se tiennent pour confirmer les résolutions des conseils d'administration, ce qui permet de dégager les dividendes. Et aujourd'hui, on est après le 30 septembre. On va faire le point de toutes les structures. Puis là, on est en fin septembre, là. Et c'est à cette époque-là, maintenant, qu'il faut faire la situation de toutes les structures qui n'ont pas encore payé. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts de paiement et que nous pouvons mettre à jour ces chiffres-là. Par rapport à... C'est pour montrer nos efforts. Quand vous prenez, par exemple, les prévisions de 2021, en 2021, il était prévu 743 milliards. Vous savez combien a été payé? Non. 584. Ouais. Alors que sur notre exercice, on a prévu 736 milliards et il a été payé 814 milliards. Donc il y a eu un dépassement de 10%. Bien. Ça veut dire que nous continuons toujours à faire en sorte que la Guinée soit un État normal. Et performant. C'est ça la question. Et performant. Bien. Nous allons, parce qu'on est bousculé par le temps, vous allez prendre les deux dernières questions parce qu'on est vraiment... déjà à la bourre, allez-y. Daraye et Basekou. Monsieur le ministre, beaucoup estimeraient aujourd'hui que les dépenses engagées sous cette transition laissent entrevoir une dette énorme qui sera peut-être mise en l'actif du pouvoir qui va succéder au pouvoir du CNRD. Qu'en dites-vous? Bien, Basekou, pour la dernière question. Oui, c'est pourquoi, quelle est l'urgence aujourd'hui pour le gouvernement de recourir au gré à gré dans l'attribution de certains marchés qui font polémique aujourd'hui en Guinée?
La question est de savoir est-ce que le gré à gré est interdit par la loi. Oui, gré à gré, sans extrême urgence, Quelle est l'urgence? Et quelle est l'urgence, monsieur le ministre? Le gré à gré est encadré par les dispositions du Code des marchés publics. Et c'est à la suite de cela que les ministres sectoriels demandent des dérogations au ministre des Finances pour faire face à la mise en œuvre des projets, des programmes qui sont à leur niveau. Et c'est le gré à gré est une procédure de passation de marché au même titre que l'appel d'offres restreint, au même titre que l'appel d'offres ouvert. Maintenant, au niveau de la Direction générale du contrôle des marchés publics, qui est sous l'autorité du ministre des Finances, il y a un critère, il y a des seuils à respecter par rapport au gré à gré. Et une fois que ce seuil-là est dépassé, il faut une autorisation express de l'autorité de régulation des marchés publics. C'est ce que nous essayons de mettre en œuvre tout simplement. C'est-à-dire le recours au gré à gré est tellement encadré dans notre processus, tout simplement parce que quand il y a de l'urgence, il faut prendre les dispositions. Si on ne prend pas les dispositions, il y a des difficultés qui peuvent naître par rapport à cela. Et chaque ministère sectoriel, lorsque vous atteignez... Oui, Garay. Mais pourquoi faire recours au marché de gré à gré alors que cela obéit à beaucoup plus de contraintes? Pourquoi? Qu'est-ce qui obéit à beaucoup plus de contraintes? Oui, les marchés de gré à gré, c'est beaucoup plus contraignant que les marchés passés dans l'ordre normal en fait. Mais le gré à gré, c'est aussi normal. C'est ce que je veux que vous compreniez. C'est pas parce que c'est dit gré à gré que c'est pas normal. Mais alors, quelle est leur amplitude aujourd'hui? L'amplitude des marchés de gré à gré, monsieur le ministre? Alors, l'amplitude des marchés de gré à gré, il faut tout simplement comprendre que chaque ministère sectoriel ne peut dépasser 10% du seuil de passation de marché. D'accord? 10% de son budget. De son budget. C'est pourquoi nous veillons à la Direction générale du contrôle. Lorsque vous approchez, vous êtes autour de 8%, on commence à envoyer un courrier au ministère pour attirer leur attention. Et tous les mois, de fait, nous faisons la situation de la commande publique. Parce que vous ne pouvez pas financer le développement si vous ne passez pas de commande publique, si vous ne passez pas de passation de marché. Tous les projets qui se mettent en œuvre là, ce sont des contrats. Et ces contrats-là sont issus de l'une des procédures de commandées par le Code des marchés publics. Que ce soit un gré à gré, que ce soit un appel d'offres ou un appel d'offres ouvert. Bien. C'est ça le principe. Bien, on espère avoir été vraiment complet. On espère vous avoir, que l'intervention des deux hauts cadres de l'État, on espère que donc cette double intervention vous a aidé à mieux savoir et à mieux comprendre. Grand merci à vous, monsieur le ministre de l'économie et des finances, monsieur Moussa Cissé. Merci également à Dr Karamo Kaba, gouverneur de la BCRG. Et je termine sur ces deux messages de Laimadi Kondé. Bonjour Abouakar, en toute sincérité, sans flagornerie, nous avons un ministre des Finances qui maîtrise bien le paysage du monde des finances. Il mérite soutien et encouragement. Et puis, Alpha Moussa Makadjabi, le ministre Moussa Cissé est rassurant et convaincant. Il s'exprime pour être compris. C'est là dans un langage élémentaire et très simple. Il force l'admiration. Je pense que c'est aussi peut-être ton cas. Est-ce qu'il vous a été convaincant? Oui, 10 sur 10, franchement. Bien. Et j'ai envie de demander au ministre, monsieur le ministre, quel sera l'impact du Simandou sur le PIB de la Guinée? Ben voilà. En une minute, s'il vous plaît, monsieur le ministre. On n'a pas envie de vous lâcher. Non, c'est pourquoi c'est ça, c'est intéressant. Je vois bien sûr, bien sûr. Le PIB, l'impact du Simandou sur le PIB, c'est plus 79%. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PIB de la Guinée aujourd'hui est estimé à 22 000 milliards. Pardon, à 22 milliards de dollars. Donc nous avons passé à 39 à peu près. Donc ce qui veut dire que la croissance et le développement de la Guinée va s'accélérer très rapidement. C'est pourquoi j'aime à le dire que le colonel Moïse Doumbouya est un accélérateur du développement de la République. Bien, en plus d'être donc le centre de la refondation de l'Afrique, tout simplement. Voilà, pour reprendre Maurice Sana. Grand merci à vous, monsieur le ministre. Merci surtout pour la disponibilité. Et pour conclure, avec le Simandou, nous passerions de revenus intermédiaires de la tranche inférieure vers les pays à revenus de la tranche supérieure. Très bien. Et sortir définitivement de la catégorie des pays pauvres. C'est cela aussi l'État. Il faut permettre à l'État, il faut permettre à la Guinée d'être repositionnée
sur l'échiquier international. C'est ça la refondation, c'est ça le rassemblement. Et c'est ça, la gouvernance CNRD. C'est ça le bonheur. C'est ça la gouvernance CNRD. C'est au nom du rassemblement que je remercie tout le monde. Bien. Et c'est ça aussi, le BNB, le bonheur national brut. Voilà. Et merci bien. Grand merci à tous les deux, le gouverneur de la Banque centrale, Dr Karamo Kaba, et le ministre Moussa Sissi. Voilà. On va faire le débrief demain, s'il te plaît. Odboy Sinani Sangaré, voilà. Oui, bien sûr. agent très actif de la section commerciale. Voilà, jeune frère, très cher à moi personnellement. Voilà. Je te souhaite tout le bonheur, Mamadou Boui. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à toi, Ibrahim Babin Diallo, voilà, le colosse de la technique, notre DRH. Grand merci également à Ibrahim Silla. On se reprend demain avec d'autres invités, et pourquoi pas avec le ministre Guillaume Awing et voilà, d'autres invités tout simplement. Derrière nous, Guitine dirait le débat en poulard. On se reprend demain. Au revoir.